Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Ya Débat, l'émission d'Indata Veritas dans laquelle il y a de l'IA et du débat entre humains. Je pense que vous avez bien apprécié notre teasing pour cette émission de ce matin avec la somme de toutes les peurs et pour parler imaginaire et aussi nos craintes les plus profondes. Finalement, qui serait mieux placé que Laura Siboni pour nous en parler? Salut Laura. Salut, prête au Merci. débat. Ah ouais, prête au débat. Merci d'être avec nous. Alors, c'est difficile de te résumer parce que tu fais 1000 choses, mais je vais commencer par ton essai. Alors, on avait déjà fait une émission ensemble dans laquelle j'avais essayé de trouver le meilleur terme pour essayer de décrire ton ouvrage. Voilà, on va parler d'ouvrage. C'est Fantasia, contes et légendes de l'intelligence artificielle, donc qui est sorti l'an dernier chez Grasset. Et on saluera d'ailleurs la petite allusion typographique à l'IA, parce que c'est Fantasia avec l'IA qui est dans une couleur différente, parce que bien sûr, dans ce livre, tu parles d'intelligence artificielle, tu parles, je disais, l'imaginaire, donc c'est les contes et légendes, ce qui nous émerveille, mais aussi nos craintes en tant qu'être humain vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis du progrès, et vis-à-vis aussi de cette intelligence artificielle qui n'est pas encore tout à fait intelligente, mais au sens humain du terme, mais qui fait des progrès tous les jours et qui déjà a atteint le point de singularité si on le prend du point de vue d'Asimov. Mais tu fais 1000 choses, Laura. Tu es conférencière, tu es enseignante. Raconte-nous un petit peu tout ça. J'aime bien le titre d'écrivain, comme tu le Ouais. disais, d'écrivain et de raconter surtout l'intelligence artificielle. C'est ce que j'essaye de faire dans les conférences à travers des expériences interactives, ce que j'essaye de faire dans le livre à travers des histoires, de pouvoir donner un visage à ce que sont les données, les patterns, les modes d'apprentissage, finalement essayer d'illustrer ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que ça fait peur de se dire ça nous entoure, on sait que c'est dangereux, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est comme voilà, des oméga 3, des oméga 6. Je sais que c'est un truc pas mal. Je sais qu'il y en a dans tous les supermarchés, mais j'en ai jamais vu, j'en ai jamais touché. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Et on vit au milieu de toutes ces abstractions sans vraiment chercher à leur donner un visage plus précis. Donc, j'essaye de le faire par le dialogue, le récit, les brèves, les nouvelles, de pouvoir donner des exemples qui, évidemment, seront jamais exhaustifs, mais qui, j'espère, pourront mieux illustrer et donc aussi rassurer, en tout cas mieux maîtriser ces concepts avant qu'eux ne nous maîtrisent. Alors, je vois dans le chat que vous avez bien apprécié donc le visuel de l'émission. Il a été créé par Augustin Garcia, l'incontournable Augustin Garcia, l'éditeur d'Indata Veritas. Et effectivement, c'est un bon gros délire. Je pense que vous avez tous reconnu. Et ça va nous servir d'ailleurs de transition pour entrer dans ce Ya débat. Parce que donc dans ton livre, tu parles forcément de la Silicon Valley. La Silicon Valley qui est finalement, alors qui est un lieu physique, réel, on vous rassure, mais qui, bien sûr, est l'objet de beaucoup de fantasmes, le fantasme de la Startup Nation, le fantasme aussi des expériences scientifiques où on ne sait pas trop ce qui s'y passe, l'expérience du futur. Et finalement, est-ce que la somme de toutes les peurs, elle ne se retrouverait pas aux États-Unis, dans ce coin de la Californie, Laura? Quand j'entends Silicon Valley, moi j'entends surtout la concentration de l'intelligence artificielle, la concentration dans les mêmes mains du pouvoir d'encadrement, en tout cas de poids sur la régulation et puis de pouvoir sur la collecte et l'usage des données. La concentration de l'argent aussi, évidemment, des financements de l'intelligence artificielle. Quand on voit que des groupes comme Meta qui possèdent WhatsApp, Facebook, Instagram font des chiffres d'affaires qui sont égaux au PIB de l'Algérie pour l'année dernière, donc qui ont un poids géopolitique égal à celui d'un État, et plus encore quand on voit que 98% de ces revenus viennent de la publicité, c'est-à-dire de nous tous, producteurs de données, de nos données, de nos visages, de notre réseau d'amis. Quand je vois cette concentration, quand je vois ce poids, évidemment, pour moi, c'est ça qui fait la somme de toutes les peurs. C'est
c'est de voir à quel point le pouvoir, le financement, les régulations sont concentrées dans quelques mains qui se soucient assez peu de diversité et encore moins d'égalité. Alors, je crois que là, on est presque en train de parler de science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction parce que les entreprises, c'est multinational, je sais même plus comment on peut les décrire. Elles ont déjà, tu l'as fait la comparaison avec l'Algérie, mais elles ont déjà en fait la puissance financière d'État. Euh, que ce soit Meta, que ce soit Alphabet, donc la maison mère de Google, pour ne citer qu'elle, hein, on pourrait citer Microsoft, Apple, elles ont des activités quasiment partout, en tout cas dans tous les domaines de la tech. C'est tentaculaire, avec, tu l'as dit, des bénéfices, enfin, des chiffres d'affaires et des bénéfices qui se chiffrent en centaines de milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette puissance, Laura? Je voudrais quand même préciser que les produits sont tentaculaires. Oui. Lorsqu'on parle d'Alphabet, on parle de Calico, de YouTube, de Google, le moteur de recherche, de Gmail, de Google Maps. Enfin, on parle de produits extrêmement divers, mais le modèle économique derrière est relativement simple. Enfin, pour Google, il repose à 80% sur la publicité. Pour Meta, c'est 98%. Et c'est pour ça que quand tu dis qu'est-ce qu'on peut faire, eh bien, c'est très difficile de répondre parce qu'un modèle qui repose autant sur la publicité, ça veut dire un modèle qui repose sur les données que nous tous, citoyens, utilisateurs de ces produits, nous créons. Ces données qu'on on a quelque part conscience de les partager sans vraiment en sentir la valeur. Et je suis la première à utiliser Gmail. On utilise Google Maps. On a conscience que si c'est gratuit, c'est nous le produit. Mais je pense qu'on n'a pas conscience encore jusqu'à quelle mesure. Et que ouais, ces données, donc ces données de géolocalisation pour Google Maps, des données sur nos centres d'intérêt et évidemment sur nos préférences publicitaires, elles ont une valeur qui individuellement est pas très importante. En général, on se dit j'ai rien à cacher, donc c'est pas très grave si Google a accès à mes données, mais qui collectivement ont un poids immense, puisque lorsqu'on peut vendre ces données à des annonceurs, lorsqu'on peut les croiser, lorsque les annonceurs peuvent aussi être des groupes avec une vocation politique, en tout cas essayer d'influencer le résultat d'élections, évidemment, là, le poids collectif de ces données devient beaucoup plus important. Mais Laura, ça veut dire quoi le poids collectif de ces données? Enfin, tu vois, il y a une dizaine d'années, on parlait de big data. Alors maintenant, c'est un peu has-been comme façon de parler, mais finalement, ça décrit bien ce que c'est. C'est que toutes ces données, enfin, toi, le fait de savoir que, bah, tiens, je sais pas, à telle heure, tu vas avoir X milliers d'utilisateurs qui font la même chose ou qui consomment tel type de divertissement, tel type de réseau. Qu'est-ce que tu peux en faire? Qu'est-ce que ça a comme valeur? Visiblement, on peut en faire beaucoup de choses puisque ça rapporte quelque chose comme 180 milliards de dollars à Meta chaque année. On peut en faire beaucoup de choses. Déjà collectivement, pour pouvoir cibler les publicités, pour pouvoir vendre de l'espace publicitaire à des annonceurs. Et puis, par le biais du profilage, du profiling, parce que si on peut croiser les données sur les centres d'intérêt, l'âge, le niveau de revenu et la géolocalisation, on est à peu près sûr de pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et donc, forcément, là, ça devient très, très intéressant pour des modèles qui sont basés sur la publicité. Pour refaire le parallèle avec les États sont largués. On peut le dire de manière aussi radicale. Parce que l'échelle étatique, l'échelle nationale n'est pas pertinente pour parler des données. Les données ne s'arrêtent pas aux frontières. On le voit avec des questions pourtant, enfin, sur lesquelles une grande majorité de la population s'accorde sur la nécessité de réguler, par exemple l'accès des mineurs à la pornographie. En France, jusqu'à présent, on n'arrive pas à réguler l'accès des mineurs à la pornographie. Est-ce que tu sais à quel âge un petit garçon, une petite fille accède à la pornographie en moyenne en France aujourd'hui? Je dirais 10, 11 ans.
C'est ça, 11 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Évidemment, ça donne après des visions déformées des relations hommes-femmes, enfin des relations entre êtres humains de toute façon. Là, on parle, c'est CM2 6e, hein, donc je ne sais pas si certains d'entre vous là, ont des enfants, enfin, ou connaissent des enfants de cet âge-là, c'est extrêmement jeune. Hein. C'est très jeune et le contenu qu'on voit en ligne peut être beaucoup plus violent et voilà, donner des visions fausses que ce qu'on peut voir dans des magazines ou dans des livres. Et donc l'État n'est pas la bonne unité. Comment est-ce qu'on peut réguler ça à l'échelle étatique? Le Sénat a fait un rapport sur l'accès des mineurs à la pornographie et il essaye de l'encadrer, mais comment faire? Si on met un système de double authentification, donc les systèmes du type impôt.gouv.fr, bon, tu te doutes déjà que peu de gens seront prêts à se connecter à impôt.gouv.fr pour accéder déjà, il y a la question de l'applicabilité, mais c'est très difficile de savoir qui est derrière l'ordinateur. Souvent, c'est des jeunes qui se connectent avec l'ordinateur des parents. C'est très difficile de le suivre. En France, il y a environ 10% de la population qui utilise des VPN, donc qui se connectent à distance. Or, parmi les 10%, il y a certainement beaucoup de gens qui le font avec un usage professionnel pour se connecter à distance à leurs ordinateurs d'entreprise, à leurs serveurs d'entreprise. Mais dans des pays comme la Chine, il y a des régions, ça monte à 50% d'utilisateurs de VPN. Donc, comment est-ce qu'un État peut réguler même une chose aussi évidente que l'accès des mineurs à la pornographie, lorsque d'une part on ne sait pas qui est derrière l'ordinateur, d'autre part on est pris dans le dilemme entre l'anonymat, la confidentialité et le contrôle, la surveillance, l'encadrement. Et puis, au-delà de ça, dans un monde où on a un accès quand même très facile à des VPN, à des systèmes qui permettent de dépasser ce cadre étatique. Et donc, que ce soit l'accès des gens à des serveurs distants ou inversement, que ce soit des entreprises qui ont accès à des données de citoyens bien au-delà de leur territoire. Enfin, vous le voyez avec Cambridge Analytica, qui est une entreprise américaine, contrairement à ce que suggère son nom, donc qui est américaine et qui a eu des activités au Royaume-Uni. Ouais, on rappelle d'ailleurs... alors, vous avez bien compris de le rappeler parce qu'on l'a vite oublié. C'est ça. Ce que c'était cette affaire. Vous avez bien compris que l'exemple qui était donné sur la pédographie, la pornographie pour les mineurs, c'était en fait un des exemples sur les limites hein, que les États ont vis-à-vis de, alors, on va pas dire du contrôle, mais en tout cas de la régulation. Tu vois, de ces flux, parce qu'on parle bien de flux. Vous êtes en train de nous dire, attendez là, mais vous ne nous parlez pas du tout d'IA. Ça arrive, les amis, ça arrive. Mais justement, pour Cambridge Analytica... Lorsqu'on parle de données, on arrive très vite à l'IA, mais tu fais bien de recentrer, parce que, évidemment, les données sont au cœur de l'intelligence artificielle. Si on n'arrive pas à avoir un contrôle étatique sur les données, je pense en effet qu'il n'est pas possible, on ne pourra pas encadrer l'intelligence artificielle et ses usages. Et donc, c'est pour ça que parler de souveraineté de l'intelligence artificielle, lorsqu'en réalité on parle de souveraineté sur les financements de l'IA ou sur la construction de data centers, c'est insuffisant. Il faut aussi aborder ce sujet de la souveraineté des données. Comment est-ce qu'on contrôle les données? En ce sens, il manque aujourd'hui un organe international, pas seulement supra-étatique, même si le travail de l'Union européenne est déjà un début, mais international pour réguler la donnée, de la même manière qu'il y a une Cour de justice internationale qui gère le droit international, de la même manière qu'il y a les Nations Unies qui ont une action internationale. Il faudrait une OMS de la donnée, des organismes capables de gérer aussi bien la collecte de données, l'application de protocoles justes, éthiques, transparents, et qui
à mon sens, doit se faire à l'échelle internationale. Et en sachant que l'application, de toute façon, sera difficile parce que dès qu'on parle d'échelle internationale, il faut aussi mentionner qu'il y a 2 milliards de personnes, un quart de l'humanité qui n'a pas un accès stable à Internet. Mentionner qu'il y a toute une partie de la population mondiale qui utilise des outils dont en Occident on a assez peu idée. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se sont déjà connectés à Baidu, à Tencent, au web chinois, au web russe. Donc c'est évidemment c'est difficile, mais ça me semble nécessaire parce que on peut pas parler d'IA uniquement dans un cadre français avec des données françaises. On peut pas se limiter aux questions de financement et de construction de data centers. Alors, Laura, là, on n'est pas en train de faire la somme de toutes les peurs, on est en train de faire la multiplication de toutes les peurs. Mais juste revenons sur Cambridge Analytica pour rappeler ce que c'est, parce que j'imagine que tout le monde connaît le terme, mais est-ce qu'on est capable de situer dans le temps? Si je ne me trompe pas, c'est 2016, Laura? Oui, à peu près. Enfin, ça a eu des activités sur une plus longue période, mais c'est une entreprise qui, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est surtout une entreprise qui faisait du profilage et donc qui a croisé des données d'utilisateurs, qui en plus ont été, pour une bonne partie d'entre elles, collectées frauduleusement sur Facebook, ont pu les croiser pour influencer les votes, notamment du Brexit, de la première élection de Trump aux États-Unis, et qui avait besoin de finalement assez peu de données pour pouvoir cibler les personnes qui seraient le plus à même de changer d'opinion ou de s'abstenir. Donc, ils ont récupéré, en fait, c'est donc cette entreprise a récupéré des données personnelles sur Facebook auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès. En fait, elle n'aurait pas dû avoir accès à ces données. Et tout l'enjeu justement du procès, c'était de savoir quelle a été la complicité de Facebook dans cette fuite de données. Est-ce que c'est une prouesse technique, tu vois, je vais dire un hack, tu vois, de la part de Cambridge Analytica, ou est-ce que ça s'est fait finalement en bonne intelligence commerciale, si je puis dire, avec Facebook? Bon, c'est un petit peu des deux. Là, tu utilises le terme de hack. Il y a justement un excellent documentaire de Netflix qui s'appelle The Great Hack, qui est inspiré du livre Mindfuck de Christopher Willey, le lanceur d'alerte sur l'affaire Cambridge Analytica, qui montre qu'en effet, Facebook a eu un rôle plus que critiquable. D'ailleurs, a été condamné par... quelle est cette instance américaine qui l'a condamné? Le Congrès américain, me semble-t-il, en tout cas, a été condamné. Une partie des données avait été récupérée par des questionnaires, ce qu'on faisait à l'époque, quel type de personnalité es-tu, quel personnage de Harry Potter serais-tu, quelle maison de Harry Potter correspondait, enfin les jeux sur Facebook de l'époque, mais une partie aussi par le réseau d'amis. Et il y a plusieurs dizaines de milliers de Français dont les données avaient été utilisées par Cambridge Analytica alors que l'entreprise n'avait pas d'activité en France, normalement, justement par le biais de ces réseaux d'amis. Donc, tu réponds à quel personnage d'Harry Potter es-tu et le résultat c'est Voldemort, bah, il y a des chances que tu sois intéressant pour Trump, par exemple. Voilà. C'est très possible, mais il ne faut pas oublier qu'on est beaucoup plus lisible qu'on ne le pense, et surtout lorsqu'il s'agit simplement d'influencer un vote entre républicains et démocrates, entre le yes et le no pour le Brexit, que c'est, enfin, l'influence est une zone grise où il n'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est de la pure manipulation, qu'est-ce qui est de l'orientation, qu'est-ce qui relève de la publicité à vocation plus ou moins politique. Et donc, évidemment, c'est assez flou, toutes ces définitions. Et c'est pour ça que les données en révèlent beaucoup sur nous. En général, on est plutôt content qu'elles servent à cibler la publicité. On est plutôt content d'avoir des produits qui nous correspondent. Je n'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir sur le fil d'actualité d'un adolescent indien, parce qu'on n'a probablement pas les mêmes centres d'intérêt, pas la même géolocalisation, pas les mêmes réseaux d'amis. En général, on est satisfait.
de ce ciblage, mais parce qu'on n'en voit pas aussi les dangers, c'est-à-dire l'enfermement dans des bulles de filtre, dans ce qu'on apprécie déjà, et puis la facilité d'influence pour l'achat de produits, pour le vote, pour les rencontres, les découvertes, etc. Bon, Et donc, puisqu'on est... c'est même pas la multiplication de toutes les peurs, moi, j'aimerais insister sur l'aspect exponentiel de tout ce qu'on peut faire avec le big data. Le mot est daté, mais l'idée de collecter beaucoup de données de plus en plus précises et de pouvoir de mieux en mieux les exploiter, elle reste malheureusement complètement d'actualité. D'ailleurs, j'aurais pas dû dire malheureusement, parce que ça a aussi des effets très positifs. Le ciblage, ça veut aussi dire l'optimisation du référencement. C'est aussi ce qui permet de mieux s'éduquer, d'apprendre plus précisément. Mais c'est peut-être ça qui est le plus terrifiant, c'est qu'on n'a pas un cadre moral qui permette de dire de façon très nette, ça c'est bien, ça c'est mal. Il n'y a pas, l'IA, c'est pas bon ou mauvais en soi. Et donc, la solution ne sera jamais aussi simple que de débrancher l'intelligence artificielle parce qu'il y a eu Cambridge Analytica. Et donc, c'est peut-être ça qui fait peur, c'est qu'on est obligé de parler d'éthique et non pas de morale, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on applique les grands principes moraux à des situations toujours différentes et souvent floues. On était un peu dans la géopolitique, là. Tu commençais à nous amener dans la géopolitique et forcément, quand on parle d'IA, enfin, quand on parle de tech et d'IA, il faut qu'on arrive dans cette dimension aussi au-delà des dominations des États, c'est aussi des sphères d'influence. Hein. Toi, je reprends un mot que tu as employé tout à l'heure. Quand on lit Asma Amala dans son essai technopolitique qu'on vous recommande de lire, alors voilà, ça fait peur. Hein. Là, pour le coup, si vous voulez avoir peur, voilà, lisez Technopolitique, lisez aussi Marc Duguin, son essai avec Christophe Labbé, alors qui date un petit peu, hein, je crois que c'est 2015 ou 2016, qui s'appelle L'homme nu. Hein, voilà, la dictature invisible du numérique. Voilà, si on veut avoir peur, on lit ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, le fait de grossir le trait, parce que c'est ce qui se passe hein, quand on dit oui, on est, nous, l'Europe, nous, Français, entre la domination technologique américaine et aussi les velléités chinoises, c'est réducteur, mais quelque part, c'est aussi un peu vrai, Laura. Comme beaucoup de peurs, comme en témoignent les personnages derrière toi, Louis, c'est pas nouveau. L'intelligence artificielle va pas forcément créer de nouvelles peurs. Par contre, tous les problèmes qui existaient déjà, la désinformation, les rumeurs, l'enfermement dans des bulles de filtre, le ciblage, le profilage, les logiques géopolitiques d'affrontement de blocs qui ne s'entendent plus, qui ne parlent plus le même langage, tout ça, ça existait déjà avant l'IA. Par contre, l'IA met dans toutes les mains de plus en plus facilement la capacité de créer des fausses informations, de mieux les cibler et leur donne plus de viralité. Donc, va amplifier des problèmes qui existent déjà et va les rendre exponentiels. Donc, c'est un catalyseur de toutes les peurs, un catalyseur des dangers qui existent déjà. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement effrayant, c'est qu'on ne pourra pas résoudre les problèmes sans s'attaquer à la racine de la désinformation. C'est pas en s'attaquant à l'IA qu'on supprimera les fausses informations ou le ciblage, le profiling. Par contre, il faudra aussi tenir compte de ce nouveau catalyseur qui rentre dans le jeu. Pour rester hein, sur cette dimension géopolitique, on assiste à une course, hein, à l'armement, une course à l'IA. Alors, entre les pays, entre les entreprises, qui, tu nous l'as rappelé, sont quand même majoritairement, alors bien sûr, sont des acteurs privés, mais majoritairement américains. Pourquoi c'est aussi important de faire partie de cette course? Enfin, tu vois, on a vu en France, il y a quelques semaines un IA Summit, un sommet pour l'action de l'IA, avec des annonces d'investissement de plusieurs milliards en France, milliards qu'on n'a pas d'ailleurs, hein, si vous suivez un peu l'actualité française. Pourquoi c'est aussi important de faire partie de ce moment-là, de monter dans le train tant qu'il est encore à quai?
Je ne sais pas s'il est encore hacké par contre, mais c'est comme dans toute course à l'armement, quand l'Angleterre achète de nouveaux navires, l'Allemagne va creuser de nouveaux canaux. Quand ton voisin a la bombe atomique, il vaut mieux penser à la défense de ton territoire. Donc, comme dans toutes les courses à l'armement, il y a aussi un effet de surenchère. Parce que, en effet, l'IA apparaît de plus en plus comme un armement, comme une arme offensive, qui est de plus en plus utilisée par des gouvernements comme arme offensive en soutien de politiques de désinformation, de politiques de renseignement. Et donc, oui, dans ce cadre-là, je ne sais pas si le train est encore hacké ou s'il a déjà bien démarré. Et puis, bon, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'une course à l'armement n'ait pas mené à une guerre. Plus on s'équipe, plus on a tendance à utiliser les armements. Alors, je rappelle, hein, il y a débat, la somme de toutes les peurs. Voilà, on a mis notre voile noir, allez, gris foncé devant les yeux. Donc, si vous nous prenez en cours, dites pas, mais qu'est-ce qui leur arrive? Il y a une data veritas. Non, c'est le postulat, en tout cas, de l'émission. Voilà, tu as prononcé les mots, l'arme, l'armement, la guerre. En quoi la désinformation est une arme? Comment tu peux déstabiliser un pays, une nation avec la désinformation? Ça paraît quand même assez irréel. Pourtant, ça a toujours existé, la désinformation, la propagande, l'espionnage. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va faciliter le ciblage des personnes en territoire qu'on considère comme ennemis, comme opposés. Le ciblage des personnes qui pourront le plus facilement devenir des relais d'opinion. En plus de ça, l'intelligence artificielle facilite la génération de faux contenus. C'est pas, à mon avis, le plus effrayant, la génération de faux contenus, c'est surtout le ciblage d'informations qui soit sont complètement fausses, soit sont juste partiales, même pas forcément fausses. Et de plus en plus, on voit même pas de la disinformation, mais de la misinformation, c'est-à-dire tenter de saper la confiance dans un gouvernement adverse, donc de répandre la méfiance par toute une palette de stratégies qui, ça peut être amusant quand on le regarde du point de vue très extérieur et stratégique, mais qui sont variées et créatives. Faire des sites miroirs, des sites d'information gouvernementaux, chercher des relais d'opinion. Donc, en fait, transformer de véritables citoyens d'un pays ennemi presque en relais d'opinion de sa propre propagande. En soldat, à ce moment-là, elle parle des soldats. Hein, elle parle de soldats, carrément. Hein. Comment la technologie fait de nous des soldats? Se baser sur des communautés qui, a priori, n'ont rien à voir avec la politique, mais qui vont avoir un intérêt commun, enfin, les communautés des masculinistes, tout ce qu'on peut imaginer, se baser sur d'autres communautés comme relais d'influence pour diffuser des informations qui, elles, ont un contenu de mobilisation politique, pouvoir générer des bots, c'est-à-dire un contenu faux, mais qui va être tellement massivement relayé qu'il finira par prendre la crédibilité du nombre. Il y a toute une palette de stratégies qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour diffuser soit clairement de fausses informations, soit des visions partiales, soit juste la méfiance et saper le soutien d'une population à ces gouvernements, en tout cas saper la confiance et le vivre ensemble, enfin ce qui fait une société dans les pays adverses. Pour donner un exemple, là récent, c'était au Shadok à Strasbourg, donc un tiers-lieu d'éducation au numérique. Et il y avait des enfants à qui on a présenté, donc des Strasbourgeois qui ont grandi à l'ombre de la cathédrale de Strasbourg, et à qui on présente des images du style INA de la cathédrale avec 2 tours, ce qui n'avait évidemment jamais existé. Cathédrale de Strasbourg à une seule tour. Ouais. Mais donc, les images étaient crédibles, noir et blanc, style INA. Et les enfants savaient
que la cathédrale de Strasbourg a une seule tour. Mais plutôt que de mettre en doute la crédibilité des images, plutôt que de se dire ça a dû être généré par IA, qui est-ce qui a intérêt à me faire croire qu'il y a deux tours à la cathédrale, ils cherchaient à le faire rentrer dans leur cadre d'analyse. Et on a tous ce réflexe de se dire « Ah, mais comment c'est possible? Ah, peut-être qu'il y avait deux tours à une époque, et puis il y a eu un tremblement de terre. » ou Bref, chercher à faire rentrer cette fausse information dans un cadre d'analyse. Et on a tous ce réflexe de on va se fier aux organes de légitimité. On le voit aujourd'hui avec de plus en plus des groupes de presse qui rachètent des titres comme France Soir ou qui achètent en fait la confiance qu'on a dans un titre. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler des données. Là, je donne sans doute l'impression d'être très éloignée de l'intelligence artificielle, mais justement parce que on oublie que les données, c'est pas juste des bases de chiffres sur Excel. Les données, ça en dit très long sur nous. Les données, ça peut être notre visage. Une expérience toujours terrifiante, c'est d'utiliser Google Vision pour voir tout ce qu'il y a de reconnaissance faciale peut déjà savoir à partir de votre visage. Essayez, vous serez surpris, ça donne déjà des fourchettes assez précises sur le niveau de revenu, sur la religion, les croyances religieuses, sur l'orientation politique. Quand ça a un but de recommandation publicitaire, on a tendance à l'accepter. Quand ça a un but d'orientation, d'influence politique, évidemment, ça devient encore plus questionnable du point de vue éthique. Est-ce que c'est pas ça la peur derrière justement la data, cette peur très humaine d'être réduit finalement à des chiffres? Alors, la science-fiction l'a déjà traité, mais on y arrive, non, Laura? J'aurais même envie de dire, l'IA, c'est plus la somme de toutes les angoisses que la somme de toutes les peurs. Parce que la peur, c'est la peur de quelque chose de précis. L'angoisse, c'est plus la peur de l'inconnu. Et en effet, je suis la première surprise de voir à quel point le champ de l'intelligence artificielle soulève de questionnements et d'angoisses métaphysiques. Sur le rapport de l'homme à son environnement, sur ce que signifie faire société, sur la maîtrise du temps et du futur, sur beaucoup de questions aussi que je reçois aux conférences sur le déclin cognitif, sur qu'est-ce qu'on veut comme éducation à l'ère de l'intelligence artificielle, voire des questions religieuses. Tu as raison, Laura. On pourrait faire une émission très très longue pour faire justement cette somme de toutes les peurs ou toutes les angoisses. Tu as raison. Je trouve que c'est un très bon cadre d'analyse pour parler d'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, oui, c'est un champ de recherche scientifique qui vise à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau en le simulant sur des machines. Il y a bien longtemps, mais enfin, ça continue. Oui, c'est ça. L'IA, c'est aussi des technologies et ça, on en a plus l'expérience quotidienne, mais l'IA, c'est aussi un imaginaire qui est associé à Terminator, à Her, qui est... voilà, quand je parle d'intelligence artificielle à ma grand-mère, je sais qu'elle n'a pas en tête les mêmes images, les mêmes mots, les mêmes enjeux que lorsque je vais parler d'intelligence artificielle à des collègues data scientists, chercheurs en IA, auteurs de livres sur l'IA. Et donc, pour moi, c'est un très bon cadre d'analyse de parler des peurs, c'est-à-dire du contenu qu'on met derrière ce mot intelligence artificielle, IA. Et le choix du mot est déjà révélateur parce que, dès l'origine, c'était un mot marketing qui visait à obtenir, à être un peu plus sexy en tout cas que statistique computationnelle et qui, en français particulièrement, puisque intelligence artificielle, c'est une traduction assez aléatoire de artificial intelligence. J'aime bien quand même rappeler que intelligence en anglais, c'est le mot qui est utilisé pour parler du renseignement. C'est le mot qu'on utilise pour parler de la Central Intelligence Agency, de la CIA. Alors qu'en français, intelligence, c'est la transcendance de l'esprit humain. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est intelligent,
on entend qu'il est smart, clever, que ça va au-delà de la capacité à donner du sens à de l'information. Et donc, c'est tout un champ de recherche qui nous met face à notre humanité, c'est-à-dire qui nous demande c'est-à-dire que pendant longtemps, on a comparé l'homme à l'animal. On a dit ce qui distingue l'homme de l'animal. Il y a des philosophes qui le distinguaient de l'ange, qui disaient ce qui caractérise l'homme, c'est son imperfection. Aujourd'hui, on a l'homme face à des systèmes automatisés capables de réaliser des tâches. On a cette question, êtes-vous un robot, qui nous tombe sous les yeux on est dans un autre cadre de comparaison où l'humanité n'est pas seulement en concurrence avec la bestialité, c'est pas seulement être plus sensible, plus élevé, plus... il y a eu une grande production philosophique déjà là-dessus, je ne vais pas essayer de la résumer, mais de se distinguer de l'animal, c'est aussi essayer de se distinguer du robot. Qu'est-ce qui nous reste face à des machines capables d'automatiser les tâches? Est-ce qu'il y a autre chose que les tâches? Est-ce que tout est mesurable, c'est-à-dire transformable en données, ou est-ce que l'humanité est quelque chose de plus que la somme de ses parties, quelque chose de plus que les données. Et on arrive dans quelque chose de très spirituel, alors qu'on ne va pas traiter parce qu'on arrive à la fin de notre petit débat, mais j'ai vu des commentaires dans le chat qui allaient dans ce sens-là. Je voulais rebondir tout à l'heure quand tu parlais de l'éducation, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur, tu vois, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, tu vois, quelle école, quelle éducation pour nos enfants, parce que ces bouleversements, ils se font à l'intérieur d'une seule et même génération. Enfin, tu vois, on considérait que le XXe siècle est allé très vite, et c'est vrai. Le XXe siècle, c'est une compression, tu vois, de progrès technologiques dans le bon et dans le mauvais sens. Il y a quand même eu 2 guerres mondiales, on le rappelle. Mais le XXIe siècle, il est parti non seulement sur les mêmes bases, mais on est dans cette accélération. Il y a cette question de se dire, mais qu'est-ce qui relève de la machine, qu'est-ce qui relève de l'homme? C'est ce que tu disais, Laura, et ça, la question est ouverte, hein, et ce sera peut-être un ajustement pas à pas. Mais c'est aussi la question, et c'est ça l'angoisse, c'est est-ce qu'on va être remplacé par la machine et donc par l'IA, et j'ai presque envie de dire quand on va être remplacé par l'IA. Oui, ça, je l'entends très souvent, ce mot de remplacer, et je trouve qu'il est très flou. J'aime pas ce discours médiatique qui a tendance à opposer l'homme et la machine, parce que ça sous-entend qu'on sait déjà sur quels critères les comparer. Lorsqu'on dit remplacer, on sait déjà ce qu'on remplace. Partir sur l'idée de remplacer, c'est déjà partir sur l'idée d'être un boulon qu'on peut changer dans une machine. Et je trouve que c'est aller rapidement et que l'IA soulève d'autres questionnements, et notamment sur peut-on remplacer l'homme, avant même de se demander va-t-elle remplacer, et puis sur qu'est-ce qu'on remplace. Plutôt que de juger l'IA au bloc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je préfère parler d'IA vertueuse, d'usage beaucoup moins vertueux de l'intelligence artificielle, voir quels sont les usages, quelles sont les données qui sont utilisées, à quelle fin, par quelle personne, dans quel système. Est-ce que c'est un système extrêmement concentré où il n'y a pas de contre-pouvoir? Est-ce que c'est des systèmes plus transparents et plus distribués, plutôt que de juger en bloc l'intelligence artificielle? Évidemment, quand on aborde les questions d'éducation, je vais avoir du mal à être très illustrée. Elles sont tellement variées. C'est des questions qui sont tellement vastes. Mais ce que j'aimerais souligner encore une fois, c'est cette ambiguïté des technologies d'intelligence artificielle qui sont capables du meilleur comme du pire, qui sont capables d'apporter une éducation personnalisée, un suivi qui va aider chaque élève, chaque personne d'ailleurs, parce que c'est pas du tout une question d'âge ou de système scolaire, à s'approprier des savoirs, voire même à penser par soi-même,
parce que lorsqu'on reçoit des recommandations personnalisées, on va forcément plus avoir envie de les lire en détail, d'aller plus loin, elles vont plus résonner. On va plus être en mesure aussi de se les approprier. Je pense simplement à quand je faisais des cours d'anglais avec mes cousins, ils me trouvaient toujours trop sévère. Il faut dire qu'ils ont 2 ans d'écart, les programmes n'arrêtent pas de changer. Bon. Et le fait de pouvoir générer un quiz niveau 5e sur la différence entre to must et to have to, puis de générer le même quiz mais niveau 3e, de dire voilà, il y a eu un très bon taux de réponse, donc on va passer au niveau supérieur. Là, bref, de pouvoir adapter le niveau, c'est sûr que c'est très vertueux et c'est une excellente chose. Mais ces mêmes technologies vont catalyser un réflexe bien humain et qui existait largement avant l'IA, qui est la paresse intellectuelle, de préférer avoir une réponse rapide plutôt qu'une réflexion lente et hasardeuse et tâtonnante. Et donc, sur le long terme, évidemment, le recours trop généralisé, trop rapide et sans recul à des IA génératives ne va pas favoriser l'éducation. Mais donc, je voulais insister sur cette ambiguïté, surtout que j'ai découvert l'intelligence artificielle en travaillant à Google Agriculture, donc dans une équipe qui a numérisé 8 millions d'œuvres et qui utilise des technologies non génératives d'IA, qui utilisent des IA de clustering, par exemple, pour mettre ensemble des œuvres, pour pouvoir faire des mises en relation, pouvoir trouver la relation entre son visage et un portrait, ce qui est un excellent moyen déjà de valoriser des collections qui dorment dans les archives, et puis d'amener vers l'art des gens qui ne vont pas dans les musées. D'avoir dans sa main son sosie dans l'histoire de l'art. Donc, c'est très ambigu et c'est ça qui nous fait peur, c'est cette perte de contrôle. C'est que c'est un objet qu'on a du mal à juger en bloc, qu'on ne peut pas juger en bloc et dont on doit juger les usages avec une accélération du temps, comme tu l'as fait remarquer, qui rend tellement pressante de résoudre des questions qui ne l'ont pas été en plusieurs siècles. Ce problème de la paresse intellectuelle, enfin le réflexe qu'on a tous de préférer avoir une réponse rapide et juste à un long questionnement qui prend du temps et qui va pas forcément permettre d'avoir la bonne note. Ce questionnement sur les évaluations, sur le contenu de l'éducation, sur même le mode d'éducation. Est-ce qu'on considère que l'éducation, c'est transmettre un savoir ou c'est transmettre un savoir à partir duquel on doit développer un esprit critique et donc une capacité à remettre en cause ce bloc de savoir qui a été transmis? Et comment est-ce qu'on transmet l'esprit critique? Bref, toutes ces très larges questions, elles existent depuis des siècles. On n'y a pas vraiment répondu dans plusieurs siècles. Quand je dis on, je parle de l'humanité au sens collectif. Et donc, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, les rend encore plus pressantes. Bon, comme d'habitude, avec Il y a débat, finalement, on soulève plus de questions qu'on apporte de réponses, mais c'est aussi ce qui fait Tu attendais vraiment une réponse sur la somme de toutes les peurs. Si la question était doit-on avoir peur de l'IA? Oui, clairement, on doit avoir peur de ses usages et surtout dans un cadre, dans un système actuel où les données, leurs usages, les modèles sont aussi concentrés dans si peu de mains, essentiellement dans la Silicon Valley et quasiment sans contre-pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu parlais de perte de contrôle, tu vois, dans les peurs qu'on a vis-à-vis de l'IA. C'est ça, c'est que on se sent dépassé. Je parlais tout à l'heure de la singularité, qui est un concept de science-fiction. C'est le moment où l'intelligence artificielle, où la machine dépassera l'homme. Tu as cité 2 œuvres, alors j'ai envie de dire un peu 2 antithèses. D'un côté Terminator, le point de singularité, c'est que les machines nous détruisent. Je pense que le meilleur moyen de lutter contre la peur, c'est déjà de se l'approprier.
lorsqu'on dit j'ai peur, on a déjà moins peur. C'est déjà de comprendre, de chercher à voir, à illustrer. Évidemment, c'est insuffisant, mais c'est déjà une étape de chercher à raconter ce qu'est l'intelligence artificielle en étant incomplet. On ne peut pas être exhaustif. Tu l'as bien vu, ça fait 1 heure qu'on parle, on a l'impression d'avoir à peine commencé à évoquer les peurs autour de l'IA, mais c'est déjà de s'approprier l'imaginaire, de montrer ces données, de les raconter, de tester aussi, de ne pas résumer l'intelligence artificielle uniquement à l'IA générative, parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires à raconter, et parce que l'IA générative, on a le sentiment de la contrôler, parce qu'on sait quand on l'utilise, à peu près, sauf les gens qui se font avoir par des deepfakes, et je suis absolument pas persuadée d'être au-dessus de ça. Enfin, je me suis fait avoir par un deepfake d'ailleurs récemment. Et donc, c'est pas seulement l'IA générative, mais c'est toutes ces IA invisibles du quotidien qui déterminent l'information qu'on voit, les contacts qu'on pourrait apprécier, les informations qu'on pourrait liker, avec lesquelles on pourrait interagir, et puis les choses qu'on pourrait acheter. Vous avez très certainement suivi l'arrivée de Google IA. Voilà, ça y est, c'est ça, Google IA arrive. Ce sera l'objet peut-être d'un autre IA débat et d'autres sujets avec In Data Veritas. En tout cas, comme ça a été souligné dans le chat, Laura, tu es passionnante. Merci, merci beaucoup pour ce moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur Laura, je trouve que l'an dernier, on avait fait un podcast ensemble pour la Guilde des Plumes, qui est une association dont on fait tous les deux partie, dans lequel voilà, on revient sur ton parcours et sur Fantasia, donc tu nous racontes un peu la genèse de Fantasia, ce qu'on y trouve. Ça donne, j'espère, envie de le lire. En tout cas, courez l'acheter, voilà, courez l'acheter et courez le lire. Ça fait pas peur, voilà. Si à l'issue de ce Yadeva, vous dites oulala, j'ai pas envie d'avoir peur, non, Fantasia de Laura Sibody ne fait pas peur. Par contre, ça fait réfléchir et il y a même des moments de poésie. Laura, c'est vrai, hein? Merci beaucoup pour ta lecture. Et j'espère en effet que ça fait pas peur et que ça aide plutôt à s'approprier ce qu'est l'IA, ce que ça n'est pas, ce que ça pourrait devenir, mais surtout à travers des dialogues, des récits, pour pas juger l'IA au bloc, mais encore une fois, pour avoir une approche plus fine et plus nuancée. On vous souhaite un excellent vendredi. Souvenez-vous, le vendredi, c'est le jour In Data Veritas. Le matin, c'est il y a débat, on réfléchit. L'après-midi, c'est il n'y a plus qu'à, on met en application. Et donc cet après-midi, rendez-vous avec toute l'équipe il n'y a plus qu'à avec Augustin Garcia, toujours en live sur LinkedIn et YouTube, pour apprendre plein de choses sur les outils IA. Encore merci Laura et à bientôt. À tout à l'heure. Au revoir.